Mes parents ont dit, ne réagis pas de manière excessive parce que ton frère le mérite plus, après avoir choisi un voyage dans un complexe hôtelier à Hawaï pour lui. Je n'ai pas discuté. J'ai juste laissé une clé sur la table et j'ai disparu avant qu'il ne revienne. Je m'appelle Robin Allen, j'ai 24 ans, et j'ai toujours été la personne responsable de ma famille. Mais l'année dernière, mes parents m'ont poussé trop loin. Ne réagis pas de manière excessive, ont-ils dit. Ton frère le mérite plus. Il prévoyait un somptueux voyage dans un complexe hôtelier à Hawaï pour le 21e anniversaire de mon jeune frère, puisant de l'argent dans le fonds d'épargne commun de notre famille pour le financer. J'ai essayé de les raisonner. 40 000 € pour une fête? C'était imprudent, surtout que j'économisais pour mon propre avenir. Mais ils n'ont pas écouté. Ils ne l'ont jamais fait. Chaque objection que je soulevais était accueillie par des roulements d'yeux ou des leçons sur la loyauté familiale. Mon frère, pendant ce temps, choisissait déjà des forfaits VIP et invitait la moitié de la ville. Je me sentais invisible. Ma voix était étouffée par leur obsession pour son grand jour. Alors, un soir, j'ai arrêté de discuter. Je n'ai pas crié ni pleuré. Je suis simplement allé dans la cuisine, j'ai posé une clé sur la table et je suis parti avant qu'ils ne reviennent. Cette clé n'était pas seulement pour la maison. C'était ma façon de clore un chapitre. J'avais fait quelque chose qu'ils n'auraient jamais vu venir. Quelque chose qui allait changer notre famille pour toujours. J'avais lu des histoires comme celle-ci en ligne, où les gens prennent position contre un traitement injuste. Et je savais qu'il était temps de partager la mienne. Restez pour découvrir comment tout s'est déroulé. C'est une aventure folle. Si vous vous êtes déjà senti ignoré par votre famille, appuyez sur ce bouton d'abonnement et laissez un commentaire. Parlons du fait de se défendre. Laissez-moi vous raconter comment fonctionnait notre maison de Woodbury. En grandissant dans notre tranquille banlieue du Minnesota, je me suis toujours senti comme l'intrus dans ma famille. Il y avait mon père, un homme stable qui passait de longues heures comme directeur des ventes, rentrant toujours à la maison avec des histoires sur ses dernières affaires. Ma mère, bibliothécaire à temps partiel, faisait tourner notre maison comme une horloge, son emploi du temps épinglé au réfrigérateur comme un plan militaire. Puis il y avait mon jeune frère, Brandon, 20 ans, qui semblait glisser dans la vie sans un souci. Tous les trois semblaient partager un lien que je ne pouvais jamais tout à fait percer, un rythme qui me laissait à l'écart. Notre famille avait un fonds d'épargne commun, un héritage substantiel de mon grand-père destiné à être divisé équitablement entre nous quatre. C'était notre filet de sécurité. Mon rêve était d'utiliser ma part pour un acompte sur une maison, tandis que je supposais que maman et papa le voyaient comme leur coussin de retraite. Mais ce fonds ressemblait plus à une promesse lointaine. À 24 ans, je travaillais d'arrache-pied comme comptable. Mes journées étaient remplies de feuilles de calcul et de délais. Je contribuais une partie de mon salaire aux dépenses du ménage, couvrant les courses ou la facture d'électricité lorsque les temps étaient durs. Pendant ce temps, Brandon vivait comme s'il était intouchable. Il y a quelques années, maman et papa lui ont acheté une Mustang élégante, rouge cerise, sans poser de questions. Il n'avait pas de travail, n'avait pas travaillé plus qu'un job d'été dans un restaurant de hamburgers. Pourtant, le voilà, se promenant dans Woodbury, souriant comme s'il possédait la ville. Ce n'était pas seulement la voiture qui me faisait grincer des dents. Quand nous étions au lycée, Brandon cherchait toujours des ennuis, séchant les cours, répondant aux professeurs, se faisant même surprendre avec de la bière à un match de football. Je regardais, stupéfaite, maman entrer dans le bureau du directeur, sa voix douce comme du miel, les convainquant que ce n'étaient que des garçons qui s'amusaient. Papa ricanait, disant « Il a du cran, celui-là ». Pendant ce temps, je me faisais consigner pendant une semaine juste pour avoir manqué le couvre-feu de 10 minutes. Je me souviens encore d'un soir, assise dans ma chambre, entendant Brandon rentrer en titubant après minuit. Le lendemain matin, maman était dans la cuisine à lui faire des crêpes comme si de rien n'était. Mon estomac se tordait, non pas par jalousie, mais parce que mes propres efforts semblaient invisibles. J'ai essayé de faire entendre ma voix. Lors des dîners de famille, je proposais des idées pratiques, des moyens de réduire les coûts, peut-être d'investir une partie du fonds d'épargne pour de meilleurs rendements. Mais papa me repoussait d'un geste de la main, disant « Tu t'inquiètes trop », avant de se tourner vers Brandon pour lui demander des nouvelles de sa dernière obsession pour les jeux vidéo. Maman hochait la tête, son attention fixée sur lui comme s'il était le soleil, et moi juste une ombre. Une fois,
j'ai suggéré que nous cotisions tous pour un fonds de réparation de la maison, mais Brandon a souri d'un air narquois en disant « Pourquoi stresser? Nous avons les économies. » Maman a ri et papa a changé de sujet. Mes mots se sont simplement dissous dans l'air. L'injustice ne m'a pas frappé d'un seul coup. C'était une lente brûlure. Je rentrais à la maison après une journée de travail de 12 heures, mon compte en banque presque vide après avoir aidé à payer les factures, pour voir Brandon affalé sur le canapé, faisant défiler son téléphone, sans le moindre souci. Je n'étais pas en colère pour l'argent ou la voiture. Je voulais juste que mes sacrifices comptent, que ma place dans la famille soit reconnue. Mais chaque fois que je parlais, j'avais l'impression de crier dans le vide. Avec le temps, ces moments se sont accumulés, chacun étant une petite coupure, approfondissant un ressentiment que je ne réalisais même pas que je portais. Dans notre maison, Brandon était la star et j'étais juste l'actrice de soutien censée applaudir. Cette dynamique façonnait tout dans notre maison. Je regardais maman s'agiter pour la lessive de Brandon ou papa lui glisser de l'argent pour l'essence, tandis que mes contributions, comme payer la moitié de la facture internet, passaient inaperçues. Une fois, j'ai entendu maman se vanter auprès d'une voisine du charisme de Brandon, comme si j'étais juste la personne ennuyeuse qui payait les factures. Il ne s'agissait pas de louanges. Il s'agissait d'équité. J'ai commencé à tenir un décompte mental de chaque fois que mes idées étaient ignorées ou mes efforts négligés. Au moment où j'étais prête à prendre position, ce décompte était assez long pour remplir un cahier. Mais à l'époque, j'essayais encore de croire que nous pouvions être une famille où la voix de chacun comptait. J'avais tort. Le printemps dernier, Brandon est rentré à la maison avec une grande annonce. Il a fait irruption par la porte d'entrée, son sourire plus large que je ne l'avais jamais vu, et a déclaré qu'il voulait organiser sa fête pour son 21e anniversaire dans un complexe hôtelier à Waikiki, Hawaï. L'idée m'a frappé comme un coup de poing. Un voyage à Hawaï n'était pas seulement une fête. C'était une dépense massive, du genre à pouvoir faire dérailler les plans financiers de n'importe qui. Je suis resté là, figé, pendant qu'il énumérait des détails sur des lieux en bord de mer et des décorations à thème tropical, ses yeux pétillants d'excitation. Il ne rêvait pas seulement. Il agissait déjà comme si c'était une affaire conclue. La petite amie de Brandon, Alyssa, était juste à côté de lui, jetant de l'huile sur le feu. Elle parcourait des sites de voyage sur son téléphone, lui montrant des photos d'un complexe 5 étoiles avec des piscines à débordement et des cabanes privées. « C'est parfait pour toi », disait-elle, sa voix pétillante d'enthousiasme. « On a 21 ans qu'une seule fois, n'est-ce pas? Vois les choses en grand ou ne fais rien. » Je n'arrivais pas à croire avec quelle désinvolture elle poussait pour quelque chose d'aussi extravagant, comme si l'argent poussait sur les arbres. Alyssa avait toujours été du genre à courir après les moments tapas à accent grave-l'œil, les sacs de créateurs, les escapades de fin de semaine, mais là, c'était un autre niveau. Elle n'arrêtait pas de lancer des idées, un groupe de musique en direct, des cocktails personnalisés, et même la location d'un yacht pour une croisière au coucher du soleil. Chaque suggestion me tordait un peu plus l'estomac, sachant d'où viendrait probablement le financement. Ce soir-là, au dîner, papa a abordé le sujet comme si de rien n'était. Nous avons discuté, a-t-il dit en jetant un coup d'œil à maman. Nous pensons que c'est une excellente idée d'utiliser le fonds d'épargne familial pour couvrir la fête de Brandon. Ma fourchette s'est arrêtée en plein vol. Le fonds d'épargne, notre héritage commun, celui sur lequel je comptais pour mon propre avenir, était soudainement sur la table pour une fête d'un soir. Maman a hoché la tête, son visage calme mais ferme. C'est une étape importante, a-t-elle dit. Nous voulons que ce soit spécial pour lui. J'ai essayé d'avaler mon choc, mais il est resté coincé dans ma gorge. Il ne m'avait même pas demandé mon avis, comme si ma participation à ce fonds ne comptait pas. J'ai passé les jours suivants à faire des calculs dans ma tête, mon cerveau de comptable tournant à plein régime. Une recherche rapide en ligne a montré que le complexe hôtelier qu'Alyssa avait choisi coûtait au moins 20 000 € pour une location de fin de semaine. Ajoutez à cela les vols pour les amis de Brandon, le traiteur, les décorations et ce yacht dont Alyssa ne cessait de parler, et le total atteignait facilement 40 000 €. C'était une part énorme de nos économies, de l'argent destiné à des choses comme mon rêve de posséder une maison ou la retraite de maman et papa. Le risque était flagrant. Vider ce fonds pour une seule fête pourrait nous laisser tous vulnérables. Je ne pouvais pas rester silencieuse. Un après-midi, alors que maman était dans la cuisine à couper des légumes, j'ai essayé de la raisonner. Et si nous organisions la fête ici, à Woodbury,
ai-je suggéré, en gardant un ton calme. Nous pourrions louer une belle salle, faire un grand barbecue, peut-être engager un DJ. Ce serait amusant et beaucoup moins cher. Avant que maman ne puisse répondre, Brandon a entendu depuis le salon et s'est moqué. Un barbecue? Sérieusement, a-t-il dit, sa voix dégoulinant de sarcasme. C'est tellement radin. Je ne suis pas un gamin qui fête ses 10 ans. C'est mon 21e anniversaire, et je veux que ce soit épique. Ces mots m'ont blessé. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est le silence de maman. Elle a juste continué à couper, sans même me regarder. Plus tard dans la nuit, j'ai réessayé, cette fois avec eux deux. 40 000 €, c'est beaucoup, ai-je dit, en étalant mes estimations de coûts sur la table de la salle à manger. Il ne s'agit pas seulement de l'argent. Il s'agit de ce qui se passera si nous avons besoin de ce fonds plus tard. Papa s'est penché en arrière sur sa chaise, les bras croisés. Tu es toujours si prudente, a-t-il dit, d'un ton dédaigneux. C'est pour ton frère. C'est une chose qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Maman est intervenue, sa voix plus douce, mais non moins ferme. Soutiens simplement Brandon, d'accord? Ne rends pas les choses plus compliquées qu'elles ne le sont. Je les ai regardés fixement. Mes chiffres soigneusement calculés ont été ignorés, ma voix, une fois de plus, mise de côté. Brandon, affalé sur le canapé, souriait comme s'il avait déjà gagné. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon de préparatifs auxquels je n'ai pas participé. Brandon et Alyssa ont passé des heures au téléphone avec des agents de voyage, à réserver des vols et la grande salle de bal du complexe. Maman et papa étaient à fond, sortant les cartes de crédit pour couvrir les acomptes et envoyant des invitations par courriel aux amis de Brandon. Je rentrais du travail pour les trouver penchés sur des brochures, discutant de thèmes de l'UO et de danseurs de feu comme si le coup ne montait pas en flèche. Chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet du fonds d'épargne, maman me lançait ce regard, celui qui disait que j'étais difficile. Papa changeait de sujet, demandant à Brandon des nouvelles de la liste des invités ou des menus de boissons. C'était comme si j'étais invisible, mes préoccupations enfouies sous leur excitation. J'ai commencé à perdre le sommeil, mon esprit tournant avec des « et si ». Et si une urgence survenait? Et si le fonds s'épuisait? Je n'étais pas contre le fait que Brandon ait une fête. Mais ce n'était pas seulement une célébration. C'était un pari imprudent avec l'avenir de notre famille. J'avais passé des années à être la personne responsable, à compter mes sous, à planifier à l'avance, pendant que Brandon pouvait rêver en grand sans conséquence. L'injustice de la situation me brûlait. Mais ce qui faisait le plus mal, c'était la facilité avec laquelle il m'ignorait. Je ne me battais pas seulement pour l'argent. Je me battais pour être entendu. Et je perdais. Au début de l'été, notre maison ressemblait à une cocotte minute. La tension autour des plans d'anniversaire de Brandon à Hawaï couvait depuis des semaines, et elle était sur le point d'exploser. Un soir, papa a convoqué une réunion de famille, quelque chose qu'il faisait rarement à moins que ce ne soit sérieux. Il s'est assis au bout de la table de la salle à manger, les bras croisés, et m'a regardé droit dans les yeux. Nous devons prendre une décision concernant le fonds d'épargne, a-t-il dit, sa voix calme mais ferme. La fête de Brandon est importante et nous te demandons d'accepter de retirer l'argent. Mon cœur s'est serré. Ce n'était pas une discussion. C'était une exigence. Ils voulaient mon approbation pour vider notre héritage commun pour une seule nuit à Waikiki, et je pouvais sentir le poids de leurs attentes peser sur moi. Je perdais le sommeil à cause du fonds d'épargne depuis des mois. Cet argent était ma bouée de sauvetage, ma chance d'acheter une petite maison à Minneapolis et de construire ma propre vie. J'avais passé des années à économiser chaque centime, à faire des heures supplémentaires au cabinet comptable, rêvant d'un endroit avec mon nom sur l'acte de propriété. Mais maintenant, ce rêve semblait s'éloigner. Si nous retirions des dizaines de milliers pour la fête de Brandon, que resterait-il? Un fonds épuisé signifiait aucun filet de sécurité, non seulement pour moi, mais aussi pour la retraite de maman et papa. J'ai essayé d'expliquer cela, ma voix calme, mais urgente. Ce fonds est pour nous tous, ai-je dit, les regardant tour à tour. Si nous le dépensons maintenant, que se passera-t-il en cas d'urgence? Papa a simplement secoué la tête comme si je ne comprenais pas l'essentiel. Pendant ce temps, Brandon redoublait d'efforts dans ses plans. J'ai découvert qu'il avait réservé des vols en première classe pour lui et Alyssa, ainsi qu'une suite d'hôtels 5 étoiles avec vue sur l'océan. Les coûts montaient en flèche,
traiteur pour 100 invités, un DJ privé, même un feu d'artifice personnalisé. Quand j'ai vérifié les confirmations de voyage qu'il avait laissées sur le comptoir de la cuisine, les chiffres m'ont donné le vertige. La fête n'était plus à 40 000 €. Elle approchait les 50 000. Brandon ne semblait pas s'en soucier. Il se pavanait dans la maison en se vantant de l'aspect épique de son anniversaire pendant que je faisais des calculs dans ma chambre, essayant de déterminer quelle part de notre avenir il était en train de brûler. Maman n'aidait pas. Un soir, alors que je faisais la vaisselle, elle m'a coincé dans la cuisine. « Tu es égoïste », a-t-elle dit, sa voix basse mais tranchante. « Il s'agit de la famille, de soutenir ton frère. Pourquoi ne peux-tu pas simplement être heureuse pour lui ?» Ces mots m'ont profondément blessé, tournant le couteau de la culpabilité. Je voulais crier que je n'étais pas contre le bonheur de Brandon, juste contre les dépenses imprudentes. Mais la façon dont elle me regardait, comme si je trahissais un lien familial sacré, m'a serré la gorge. J'ai marmonné quelque chose sur le fait de devoir finir la vaisselle et je me suis détourné, mes mains tremblant dans l'eau savonneuse. L'accusation de maman a persisté, me faisant me demander si c'était moi qui étais déraisonnable. J'avais besoin de me vider la tête, alors j'ai appelé ma meilleure amie, Tara. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café du centre-ville de Woodbury, du genre avec des chaises dépareillées et un expresso fort. Tara a écouté pendant que je déversais ma frustration, comment la réunion de papa ressemblait à une embuscade, comment les mots de maman me faisaient me sentir comme une étrangère. Comment les dépenses de Brandon étaient hors de contrôle. Elle s'est penchée en avant, ses yeux stables. « Tu portes cette famille depuis des années », a-t-elle dit. « Il est temps de te mettre en premier. Ne les laisse pas te culpabiliser au point de perdre ce pour quoi tu as travaillé. » Ces mots m'ont frappé durement, comme une bouée de sauvetage jetée dans des eaux agitées. Pour la première fois, je me suis senti comprise, et cela m'a donné l'impulsion dont j'avais besoin pour commencer à chercher une issue. Cette nuit-là, je suis resté éveillé tard, mon ordinateur portable brillant dans le noir. J'ai commencé à rechercher ce que je pouvais faire pour protéger ma part du fonds d'épargne. J'ai trouvé des articles sur les fiducies familiales et les lois sur l'héritage au Minnesota. Des termes comme partition et recours légal tournaient dans ma tête. Il ne s'agissait pas de me battre contre ma famille. Il s'agissait de m'assurer que je n'étais pas effacé de l'équation. J'ai mis en favori quelques sites web de cabinets d'avocats, mon cœur battant à l'idée de prendre une mesure aussi audacieuse. Je n'étais pas encore prête à appeler qui que ce soit, mais l'idée de me défendre, de tracer une ligne dans le sable, semblait être le seul moyen de ne pas me noyer dans leurs attentes. La pression dans notre maison était étouffante, et je commençais à réaliser que je devrais peut-être me libérer pour respirer. Un soir de juillet, j'ai décidé que c'en était assez. La pression constante pour accepter la fête extravagante de Brandon m'avait poussé à un point de rupture. Je ne pouvais plus continuer à prétendre que tout allait bien alors que les économies de notre famille étaient en jeu. Alors, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé un avocat, James Sullivan, dont j'avais trouvé le nom sur l'un des sites de cabinets d'avocats que j'avais mis en favori. Sa voix était calme mais directe quand il a répondu, et j'ai expliqué la situation, notre héritage commun, les plans de dépenses hors de contrôle de Brandon, et comment mes parents étaient prêts à vider le fonds sans mon consentement. J'avais besoin de connaître mes options, et j'en avais besoin rapidement. James m'a invité à son bureau au centre-ville de Minneapolis le lendemain. Assis en face de lui dans une petite pièce bien rangée, je ressentais un mélange de nervosité et de détermination. Il s'est penché en arrière sur sa chaise, prenant des notes pendant que je parlais. Puis il a exposé le processus de partition d'un fonds familial commun en vertu de la loi du Minnesota. « C'est simple, mais pas rapide », a-t-il dit. Vous pouvez déposer une requête pour diviser les actifs à parts égales, en veillant à ce que votre part soit protégée. Le tribunal examinera les conditions du fonds et le testament de votre grand-père pour confirmer la répartition. Il a prévenu que cela pourrait prendre des mois et pourrait susciter des tensions avec ma famille, mais c'était le seul moyen de sécuriser ce qui m'appartenait de droit. J'ai hoché la tête, ma résolution se durcissant. Il ne s'agissait pas de punir qui que ce soit. Il s'agissait d'équité. De retour à la maison, j'ai gardé mes plans secrets. Je n'ai rien dit à maman, papa ou Brandon à propos de l'avocat. Au lieu de cela, j'ai tranquillement rassemblé des documents, des relevés bancaires, une copie du testament de grand-père. Tout ce qui montrait que le fonds était destiné à être partagé équitablement. La semaine suivante, j'ai de nouveau rencontré James et j'ai signé la requête en partage du fonds d'épargne.
C'était comme une trahison de mettre ma signature sur ce papier, mais c'était aussi comme si je reprenais ma voix. J'ai demandé à James de ne pas informer ma famille jusqu'à ce que je sois prête. J'avais besoin de temps pour me préparer aux retombées. Pendant que le processus juridique commençait, j'ai commencé à chercher un nouvel endroit où vivre. Je ne pouvais pas rester à Woodbury, pas avec la tension qui étouffait notre maison. Je passais des soirées à parcourir les annonces de location à Minneapolis, me concentrant sur de petits appartements que je pouvais me permettre avec mon salaire de comptable. J'ai trouvé un 2 pièces à Uptown avec de grandes fenêtres et une vue sur la ligne d'horizon de la ville. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à moi. Ou ce le serait une fois que j'aurais sécurisé ma part du fonds. J'ai contacté le propriétaire, rempli une demande et versé un acompte, le tout sans en souffler un mot à ma famille. Chaque étape ressemblait à une rébellion silencieuse, une façon de reprendre le contrôle. Pendant ce temps, le coup de la fête de Brandon devenait incontrôlable. Un après-midi, j'ai entendu papa au téléphone avec un agent de voyage, sa voix tendue de frustration. 60 000 €, a-t-il dit, faisant les 100 pas dans le salon. Comment est-ce arrivé si haut? Je me suis figé, le cœur battant. Le budget avait explosé, vol en première classe, un complexe de luxe, une location de yacht, et maintenant une sorte d'après-fête VIP sur laquelle Brandon avait insisté. Papa a raccroché, se frottant les tempes, mais il n'a pas confronté Brandon. Au lieu de cela, il s'est tourné vers maman et a marmonné qu'ils allaient s'arranger. Je suis resté dans le couloir, invisible, réalisant qu'ils étaient toujours prêts à tout investir là-dedans, même si les chiffres continuaient de grimper. Cette nuit-là, je me suis assise à mon bureau, un stylo à la main, et j'ai écrit une lettre. Elle n'était ni colérique ni amère, juste claire. J'ai expliqué pourquoi j'avais intenté une action en justice. Le fonds d'épargne était destiné à nous tous, pas seulement à une nuit d'extravagance. J'ai écrit que j'avais toujours essayé de soutenir notre famille, mais que je ne pouvais pas sacrifier mon avenir pour la fête de Brandon. J'ai plié la lettre, l'ai placée dans une enveloppe et l'ai laissée sur la table basse du salon où maman et papa la verraient à la première heure le matin. Ce n'était pas un au revoir, pas encore. Mais c'était ma façon de tracer une ligne. Je suis allé me coucher avec un étrange mélange de peur et de soulagement, sachant que j'avais enfin pris position. Fin août, j'ai fait un geste qui a tout changé. J'avais emballé mes affaires essentielles, des vêtements, quelques livres, mon ordinateur portable, dans 2 valises et je les avais chargées dans ma voiture. Avant de quitter la maison, j'ai fait un dernier tour dans le salon, mais pas résonnant dans le silence. Sur la table de la salle à manger, j'ai posé l'enveloppe de la nuit précédente, celle contenant ma lettre expliquant pourquoi je devais protéger ma part du fonds familial. À côté, j'ai posé la clé de la maison, son poids plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Je n'ai pas regardé en arrière en quittant Woodbury, me dirigeant vers mon nouvel appartement à Minneapolis. C'était le pas le plus difficile que j'ai jamais fait, mais il semblait nécessaire. Quelques jours plus tard, papa a appelé, sa voix tremblant de colère. « Tu nous as trahis », a-t-il dit, me laissant à peine placer un mot. Déposer une requête. C'est de la trahison. Maman était aussi au téléphone, son ton glacial. Nous t'avons mieux élevé que ça, a-t-elle dit. Leurs mots m'ont blessé, mais je m'y attendais. L'avis juridique du bureau de James Sullivan leur était parvenu, décrivant ma demande de partage du fonds d'épargne. Ils l'ont vu comme une attaque, pas comme une défense de mes droits. J'ai essayé d'expliquer que je voulais juste de l'équité, mais papa m'a coupé, disant « Tu as déchiré cette famille ». J'ai raccroché, les mains tremblantes, me demandant si j'avais fait une erreur. Brandon a porté les choses à un autre niveau. Je me suis réveillé un matin pour trouver mon téléphone vibrant de notifications. Il avait publié un long discours sur les réseaux sociaux, me traitant d'égoïste et d'obsédé par l'argent. Il se présentait comme la victime, disant que j'avais gâché ses plans d'anniversaire en sabotant la famille. Ses amis, des gens que je connaissais à peine, ont ajouté des commentaires, certains me traitant d'avide. J'ai fixé l'écran, la poitrine serrée alors que ces mots déformaient la vérité. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas l'énergie. Mais l'humiliation publique m'a fait plus mal que je ne l'avais prévu, comme une blessure que je ne pouvais ignorer. Puis j'ai reçu un appel de mon oncle Thomas. Il avait entendu parler du drame par maman et m'a contacté, sa voix chaleureuse mais sérieuse. « Ton grand-père a créé ce fonds pour vous tous », a-t-il dit. « Il serait fier de toi de défendre ce qui t'appartient. »
Thomas avait toujours été le pragmatique de la famille, et son soutien a été comme une bouée de sauvetage. Il m'a rappelé que l'intention de grand-père était de donner à chacun de nous un avenir sûr, pas de financer des fêtes somptueuses. Ces paroles m'ont stabilisé, apaisant la culpabilité que les accusations de maman et papa avaient suscitées. Quelques jours après avoir déménagé, j'ai croisé notre voisine, Elisabeth, dans une épicerie près de mon nouvel appartement. Elle avait vu les publications de Brandon et entendu maman parler de ma trahison. Autour d'un café, elle a partagé son point de vue. « J'observe votre famille depuis des années », a-t-elle dit, ses yeux bienveillants mais fermes. Brandon a toujours été gâté, et tu as porté le fardeau. Son empathie m'a prise au dépourvu. Elle avait remarqué le déséquilibre. La nouvelle voiture de Brandon, son attitude insouciante pendant que je travaillais de longues heures. Savoir que quelqu'un en dehors de la famille l'avait vu aussi m'a fait me sentir moins seul, même si cela n'effaçait pas la douleur. M'installer dans mon appartement à Uptown était doux amer. Les grandes fenêtres laissaient entrer des flots de lumière, et l'agitation de la ville à l'extérieur semblait vivante, mais les moments de calme frappaient fort. En déballant mes affaires, j'ai ressenti une vague de soulagement. Fini les disputes familiales, fini d'être ignoré. Mais il y avait aussi une douleur creuse. L'idée de la famille que nous aurions pu être me manquait, une famille où ma voix comptait. Assise sur mon nouveau canapé, j'ai regardé les murs nus, me demandant si j'entendrais un jour de nouveau parler de maman et papa. Pour la première fois depuis des années, j'étais libre. Mais la liberté venait avec une solitude que je n'avais pas anticipée. Une semaine après l'avis juridique, Brandon est apparu de nulle part. Je nettoyais les tables au café de Minneapolis où j'avais pris un poste à temps partiel pour payer le loyer. Il est entré en trombe, le visage rouge, et a exigé que je retire la requête en partage du fonds familial. « Tu gâches tout », a-t-il dit, sa voix assez forte pour faire tourner les têtes. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme devant les clients curieux. J'ai expliqué que vider le fonds pour sa fête mettait en péril l'avenir de tout le monde, y compris le mien. Mais Brandon n'écoutait pas. « Tu es juste jalouse », a-t-il lancé. « Tu essaies de saboter mon anniversaire parce que tu ne supportes pas que j'attire l'attention. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle, mais j'ai tenu bon, disant « Je voulais seulement ce qui était juste ». Il est parti en trombe, me laissant secoué, mais résolu. Le lendemain, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. C'était le père d'Alyssa, William. Son ton était sec, irrité. « Le désordre de votre famille nous y entraîne », a-t-il dit. Il a expliqué qu'Alyssa s'attendait à ce que les coûts de la fête soient couverts par notre fonds d'épargne, mais maintenant avec mon action en justice, leur famille était coincée avec des acomptes impayés pour les vols et le traiteur. Je me suis excusé, expliquant que je n'avais pas l'intention de les impliquer, mais William m'a coupé. « Réglez ça », a-t-il dit avant de raccrocher. J'ai regardé mon téléphone, la culpabilité s'insinuant, même si je savais que le vrai problème était les dépenses incontrôlées de Brandon. Les retombées se sont étendues. Quelques cousins m'ont envoyé des textos m'accusant de faire honte à la famille. « Pourquoi laver notre linge sale en public ?» a écrit l'un d'eux, disant que l'avis juridique nous faisait passer pour une famille dysfonctionnelle aux yeux de tout le monde à Woodbury. Un autre parent a appelé, inquiet que mes actions ternissent notre réputation à l'église. Leurs critiques m'ont piqué, chaque message ressemblant à un coup de poignard dans ma décision de me défendre. Je n'ai pas répondu, mais le poids de leur jugement m'a fait douter d'avoir été trop loin. Au travail, cependant, j'ai eu un petit coup de pouce. Ma patronne Karen m'a appelé dans son bureau au cabinet comptable. « Tu assures avec les rapports clients », a-t-elle dit, son sourire sincère. « Je te recommande pour une augmentation. » Ces mots étaient une rare lueur d'espoir, un rappel que mes efforts étaient appréciés quelque part. Je l'ai remercié, ressentant une lueur de fierté au milieu du chaos. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour me faire continuer, sachant qu'au moins une partie de ma vie avançait. Ce week-end-là, Tara est venue m'aider à m'installer dans mon appartement. Elle est arrivée avec une boîte de pizza et une playlist diffusée à tue-tête depuis son téléphone, transformant le déballage en quelque chose de presque amusant. Nous avons empilé des livres sur des étagères et accroché quelques cadres photos, bavardant de son nouveau travail et d'émissions de télévision stupides. Elle n'a pas parlé de ma famille, et j'étais reconnaissante pour cette pause. Sa présence était un réconfort tranquille, m'aidant à combler les espaces vides de ma nouvelle maison sans creuser dans la douleur de tout ce que j'avais laissé derrière moi. Pendant que nous travaillions,
j'ai senti un petit morceau de normalité revenir, même si c'était fugace. La confrontation avec Brandon et les répercussions de William et des parents m'avaient laissé à vif. Mais je ne reculais pas. J'avais passé trop de temps à être ignoré. Et maintenant, avec ma nouvelle vie qui prenait forme, je commençais à voir mon choix comme une force, pas comme de l'égoïsme. La dispute au café et les appels téléphoniques n'étaient que du bruit, douloureux, mais pas assez pour me faire regretter de me battre pour ce qui m'appartenait. À l'hiver, tout s'était calmé, mais rien n'était plus pareil. Le tribunal a finalisé le partage du fonds d'épargne familiale, et j'ai reçu un peu plus de 30 000 €, ma juste part. Ce n'était pas une fortune, mais c'était assez pour changer ma vie. J'ai ressenti une victoire tranquille, sachant que je m'étais battu pour ce qui m'appartenait, même si cela avait un coût. Le processus avait été épuisant, mais c'était fait, et je pouvais enfin avancer. Avec l'argent, j'ai acheté un modeste appartement de 2 pièces à Minneapolis. Il était petit, avec des planchers qui craquaient et une minuscule cuisine, mais il était à moi. J'ai passé les week-ends à peindre les murs d'un bleu doux et à installer un bureau près de la fenêtre où je pouvais travailler et regarder les lumières de la ville. Pour la première fois, je me sentais vraiment indépendante, construisant une vie selon mes propres termes. L'appartement est devenu mon sanctuaire, un endroit où je pouvais respirer sans le poids des attentes familiales. Papa et maman, pendant ce temps, ont fait face à leurs propres conséquences. Ils ont déménagé de notre ancienne maison à Woodbury, louant un appartement moins cher en périphérie de la ville. J'ai appris par un ami commun qu'ils avaient pris des deuxièmes emplois, papa dans une quincaillerie, maman dans un restaurant local, pour couvrir les dettes de la fête annulée de Brandon et leurs propres dépenses. J'ai ressenti une pointe de tristesse en les imaginant en difficulté, mais je savais aussi que leur choix avait mené à cela. Ils avaient priorisé les caprices de Brandon au détriment de la stabilité de notre famille, et maintenant ils en ramassaient les morceaux. La vie de Brandon a aussi changé. Sans le fonds d'épargne pour financer ses plans, il a pris un travail à temps partiel dans un magasin de détail au centre commercial. J'ai appris d'un cousin que sa relation avec Alyssa s'était effritée. Elle était devenue distante après l'annulation de la fête, frustrée par le désordre financier et les plans annulés. Les réseaux sociaux de Brandon, autrefois remplis de publications tapas accent grave-l'œil, sont devenus silencieux. Une partie de moi se demandait s'il avait appris quelque chose, mais je ne m'y suis pas attardé. Son chemin était désormais le sien. J'ai fait le choix difficile de couper tout contact avec ma famille. Plus d'appels, plus de textos, plus de visites de vacances. Ce n'était pas par colère, mais par nécessité. Chaque interaction avait été un rappel d'être ignoré, et je ne pouvais pas continuer à porter cette douleur. Au lieu de cela, j'ai consacré mon énergie à mon travail au cabinet comptable, acceptant de nouveaux clients et gagnant la confiance de Karen. Ma vie m'appartenait et j'étais déterminé à la faire compter. En y repensant, la plus grande leçon que j'ai apprise concerne l'indépendance financière. J'ai réalisé que je ne pouvais pas sacrifier mon avenir pour l'imprudence de quelqu'un d'autre, peu importe à quel point je les aimais. Me défendre n'a pas été facile, mais cela en valait la peine. J'ai trouvé de la force en fixant des limites et en priorisant ma propre stabilité. À tous ceux qui regardent ceci, merci d'avoir suivi mon histoire. J'aimerais beaucoup connaître vos pensées. Avez-vous déjà dû prendre une décision difficile pour protéger votre avenir? Partagez dans les commentaires ci-dessous.